on va passer d'abord 1 heure ensemble où je vais essayer de dérouler une argumentation principalement en 2 parties que je vais vous détailler. Mais la dernière demi-heure, du coup, je voudrais la consacrer à des questions. Donc, on aura une demi-heure ensemble où je prendrai toutes vos questions, ce qui veut aussi dire que je ne les prends pas pendant la première heure. Néanmoins, si vous avez des questions qui en fait portent sur un nom que vous aurez mal compris, une information qui vous aurait échappé et que vous voulez que je répète sur le moment, n'hésitez pas à lever la main. Si c'est des questions de précision sur ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à lever la main, je m'interromprai et j'essaierai d'apporter une précision. Je vais peut-être m'interrompre de temps à autre pour boire, parce que je me rends compte que ça s'assèche très vite. Voilà, mais ça fera une pause pour tout le monde pour boire aussi. Voilà. D'accord. Alors, on va essayer de faire ça en 2 temps principalement. Une partie qui sera plus historique enfin, je vais essayer de faire une histoire un peu longue de la planification avant de venir plus précisément à la manière dont aujourd'hui, et notamment dans le programme de la France Insoumise, l'Avenir en commun, on relie ces 2 notions, donc la planification et puis la dimension écologique qui donc implique un réencastrement de la machine économique au sein des limites planétaires. Et on va voir comment, en fait, l'alliance des 2 forme un projet qu'il faut lire de manière cohérente avec toutes les autres parties du programme. La 6e République, toutes les questions de réduction du temps de travail, de gestion des communs, etc. Et ça vient aussi, en fait, reprendre, mais aussi contredire une partie de l'histoire longue de la planification dans l'histoire moderne. Donc, on va essayer de revenir sur tous ces points-là. Pour commencer, je voudrais commencer en fait par essayer de délimiter ce contre quoi la notion de planification elle émerge en premier, intellectuellement et politiquement. Donc le libéralisme est dans sa forme dans laquelle on connaît aujourd'hui donc un néolibéralisme capitaliste, il naît de cette idée qui est en fait, il faut vraiment recentrer historiquement parce qu'elle est assez particulière, cette idée que en fait, la gestion économique, ça ne va pas être une affaire d'intervention politique explicite et centralisée. Ça va être l'affaire d'une coordination finalement inconsciente et autorégulatrice. Vous avez bien cette idée du marché comme autorégulateur qui naît notamment avec celui qu'on considère comme un peu le père du libéralisme. Vous avez peut-être le nom d'Adam Smith en tête. Et c'est exactement cette idée-là qu'il développe. Donc l'idée qu'il n'y a pas besoin finalement d'une intervention politique, et même que toute intervention politique dans l'économie serait plutôt source de déséquilibre, de désordre, de chaos, plutôt que d'harmonie ou autre chose. Et qu'il suffit de laisser chaque individu suivre son intérêt personnel, son intérêt égoïste, et que c'est finalement un mécanisme qui est exogène à la société, qui va venir malgré la conscience des individus, malgré la conscience des agents économiques, amener la plus grande harmonie possible et amener le progrès économique. Donc en fait, lorsque Adam Smith écrit La richesse des nations, donc en 1776, il faut bien comprendre dans quel contexte il s'inscrit. Ce qu'il vise en formulant cette idée qu'il utilise l'image de la main invisible. Là, vous avez bien cette idée qu'en fait, il n'y a pas besoin de la main visible explicite de l'État pour réguler l'économie, il y aurait une main visible qui coordonnerait automatiquement l'ensemble des actions dans le champ économique. Donc lorsqu'il conçoit cette idée, il le fait contre l'absolutisme royal, en fait. Il le fait contre une utilisation politique de l'économie qui est faite à des fins de renforcement de la puissance royale. Donc le tout premier libéralisme est bien une pensée qui, on va le voir, a des faces déjà sombres et des implications, notamment pour l'idée démocratique, qui sont problématiques. Mais dans un premier temps, il y a bien cette dimension de on veut libérer l'économie de la main du roi, de l'emprise des centres décisionnels étatiques et en l'occurrence royaux.
Donc ça explique cette première genèse de l'idée de libre marché, mais qui comporte, comme je le disais, plusieurs déjà angles morts. Déjà parce que quand vous dites, finalement, pour qu'une société elle fonctionne bien, on n'a pas besoin que les gens se considèrent comme un collectif. On a juste besoin qu'ils suivent leur intérêt personnel. Finalement, vous avez une vision de la société qui est complètement atomisée. C'est-à-dire que les gens ont juste besoin de suivre leur trajectoire. Ils n'ont même pas besoin de se considérer comme formant partie d'un collectif. Donc, il y a bien un problème là, dès le début du libéralisme, entre cette idée d'un libre marché et puis l'idée démocratique, qui se fonde quand même sur l'idée qu'on a conscience d'appartenir à une communauté au sein de laquelle se forme un intérêt général, et que consciemment, quand on agit en tant que citoyen, on n'agit pas strictement en fonction d'intérêts individuels, mais on prend en compte cette dimension collective de nos vies. Donc, dès ce premier libéralisme, il y a cet angle mort sur la possible mise en danger de l'idée démocratique qui naît en fait simultanément. Si on regarde chronologiquement, l'idée de démocratie moderne, elle est parallèle à cette genèse de l'idée de libre marché. Et en fait, donc, il y a ce que cette idée implique aussi, c'est une séparation très très nette de la sphère économique d'une part et de la sphère politique d'une part, de l'autre, et avec une restriction de ce que la politique peut prendre en charge. Parce que finalement, si vous dites tout ce qui est économique, donc tout ce qui touche à la production, à la consommation, aux échanges marchands, donc tout ce qui fait finalement la substance de nos vies, la question du travail, la question de comment le travail se met en rapport avec la matière, avec les ressources, etc. Toute la question justement de la gestion équilibrée des ressources, tout ça, c'est le champ économique et donc c'est la main autorégulatrice du marché qui va le gérer. Et puis, il reste sa partie politique sur laquelle éventuellement les citoyens peuvent s'impliquer, etc. Mais qui finalement est séparée. Dans la doctrine libérale, c'est comme ça que cette frontière est tracée, et séparée clairement du domaine économique. Alors tout ça, ça vaut pour la théorie. Et très rapidement, en fait, si vous regardez historiquement, le libre marché n'a jamais existé. Il n'y a pas un exemple historique d'un libre marché. Voilà. Parce que c'est un idéal régulateur et que c'est quelque chose qui a permis, c'est une théorie qui a permis finalement de légitimer toute une série de décisions, de dérégulation, etc. Mais il y a toujours eu une implication économique et politique parce que, par essence, l'économique et politique, elle a une incidence sur la vie des gens. Et donc, c'est quelque chose dont les gens se sentent concernés, pas juste en tant qu'acteurs économiques, en tant que consommateurs, etc., mais pleinement en tant que citoyens. Et donc, très rapidement, en fait, les politiques que légitiment cette idée de libre marché, donc la mise en place du libéralisme, va créer des formes de chaos, de désordre, des destructions qui sont déjà à la fois sociales et environnementales, et qui vont du coup mener à des réactions sous forme de lutte, sous forme de résistance. Finalement, la société va s'auto-protéger contre l'avancée du libre marché et ses adjuvants, la propriété privée, etc. Et la personne qui formule, à mon sens, le mieux cette dynamique-là, qui pose ce constat-là, c'est un auteur qui écrit en 1944 La Grande Transformation. Donc Karl Polanyi, qui, en fait, pose dans ce livre La Grande Transformation un constat très clair. En fait, l'idée de la naturalité du marché, c'est des foutaises, c'est un mythe, c'est une idéologie politique, parmi d'autres, qui a été construite pour valider, légitimer des décisions politiques qui allaient dans le sens d'intérêt d'un groupe. Donc il faut resituer, ce qu'il essaye de faire dans son ouvrage, c'est de resituer cette idée de libre marché et de montrer à quel point ces implications produisent ce qu'il appelle des désencastrements. Ils le produisent sur le travail, il le produit également sur
la terre. Et globalement, ce qu'il met dans la catégorie travail, c'est le social, globalement. Et ce qu'il met dans la catégorie terre, ça va être tous les éléments naturels. Donc déjà, dans sa pensée, c'est ce qui fait cet ouvrage, je trouve très intéressant, très, très actuel, c'est déjà cette liaison qui fait entre l'avancée du capitalisme et du libre marché d'une part, et puis des destructions qui sont d'emblée et de manière complètement imbriquée, socio-environnementales. Et du coup, il revient sur notamment le phénomène des enclosures. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme qui est, en fait, c'est enclosures, donc c'est le britannique. C'est Exactement, c'est le fait de mettre des barrières. Pourquoi on met des barrières? On met des barrières pour délimiter des propriétés privées. Et c'est un phénomène qui est massif donc dans l'Europe globalement du 19e siècle. Lui s'intéresse plutôt à ce qui se passe en Angleterre à ce moment-là. Mais déjà, un des premiers articles de Marx porte sur la question du vol du bois. Donc, au début, il écrivait des articles avant d'écrire Le Pavé, Le Capital. Il écrivait plein de petits articles très reliés à l'actualité. Et en fait, il décrit une situation où les forêts en Rhénanie sont graduellement découpées en parcelles. Avant, les forêts, en fait, c'était ce qu'on appellerait, nous, des communs. C'est-à-dire que ça appartient à personne, donc un peu à tout le monde. Ça veut dire que les paysans du coin, ils peuvent venir ramasser leur bois pour leur bois de chauffage, pour faire leur construction, etc. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous établissez des propriétés privées? En fait, c'est tout le maillage social que vous déséquilibrez, en fait, finalement. Parce que c'est les moyens de subsistance des paysans que vous mettez en danger. La même chose se produit sur les terres productives, donc sur les terres agricoles. Et il se passe quelque chose d'autre aussi, c'est qu'à partir de ce moment-là, venir juste ramasser son bois dans la parcelle qui est à côté de chez nous, ça devient un vol. Donc, il pointe déjà la dynamique privatisation J'ai fait la même formation hier, ce mot n'est pas passé non plus, donc vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas réessayer, surtout que c'est filmé, donc voilà, je ne vais pas m'y tenter. Voilà, donc on continue. Donc il pointe déjà cette dynamique-là. Donc il fait le lien entre la mise en marchandise de la terre, vous voyez bien, on la met en parcelles, ce qui permet de développer des techniques pour accroître la productivité de la terre. Donc il y a bien un lien entre délimitation de la propriété privée et puis amorce de ce qu'on connaît aujourd'hui, nous, sous la forme de l'agriculture industrielle et chimique. Voilà, donc il y a bien ce lien-là. Également, c'est le début de la mise en marchandise du travail. Pourquoi? Parce que si les paysans ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, que les solidarités locales sont complètement mises à bas, ils doivent partir. Et il se trouve que c'est aussi le moment où les grandes villes deviennent très très grandes, où l'urbanisation liée à la révolution industrielle bat son plein, où des fabriques s'ouvrent en masse. Et donc, ces paysans, dans le cadre de l'exode rural, ils viennent affluer dans les villes et travailler dans les fabriques. Et ça change la nature du travail. Parce que un paysan, finalement, son travail est attaché au lieu où il vit, à la terre. Il n'y a pas un encadrement précis de ce qu'il fait. Néanmoins, quand il devient journalier à l'usine, en fait, il va bosser dans telle usine tel jour. En fait, si la fabrique demain, elle n'a plus besoin de lui, à ce moment-là, en fait, il n'a plus de boulot et puis il va chercher ailleurs. Donc, le travail devient quelque chose de directement monnayable. 1 heure de travail, on sait à quoi ça correspond monétairement. Donc, ça devient quelque chose qui est beaucoup plus abstrait, vous voyez, qui est beaucoup plus détaché de la personne et de la vie et de la substance collective, en fait, de la société. Donc, il décrit tout ce processus-là et le fait que finalement, l'avancée du marché dans sa forme capitaliste, il a un paragraphe très frappant, il dit déjà, on est en train de saper nos bases même, quoi. Tout ce qui fait les fondations de la vie, l'avancée du marché dans sa forme capitaliste est en train de le saper et ce qui va être mis en danger à terme, c'est la cohésion socio-environnementale de nos sociétés, etc. Donc, tout ça, et il y a un troisième, donc il décrit ce mouvement d'avancée des formes de marchandisation et de privatisation. Il décrit les destructions que ça génère, le chaos que ça génère, donc contrairement à la théorie que si on laisse tout
s'autoréguler, tout va tout bien se passer et on ira vers un progrès largement partagé et bénéfique à tous. Donc ça dément très très largement cette théorie. Et il décrit aussi le mouvement de résistance, c'est-à-dire qu'en fait les gens ils vont pas passivement accepter tout ça. Et c'est donc il décrit cette phase à la fin du 19e siècle où il y a des luttes ouvrières, où il y a des résistances aussi au phénomène d'enclosure et où du coup c'est le début de toute l'histoire, enfin c'est la genèse de ce qu'on appelle la question sociale, voilà, et qui en fait correspond à toute cette ébullition sociale qui vient réclamer finalement à l'autorité publique des protections. Et vous avez en réponse, déjà vous avez l'État, sa première réaction aux premières grèves, donc qui n'étaient pas vraiment des grèves, parce qu'elles n'étaient pas autorisées, c'était des grèves sauvages, c'est d'envoyer l'armée. Mais graduellement, on se rend compte qu'il y a quand même des situations qui, même éthiquement, moralement, sont intenables. Donc, par exemple, en France, si vous prenez la chronologie, vous avez 1841, l'interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans. Bon, c'est un début. Vous avez graduellement le droit du travail qui se développe, le droit de grève et le droit de syndicalisation qui arrivent très, très graduellement. Donc, il y a un espèce de mouvement de balancier. On dérégule, mais l'État est obligé finalement de venir re-réguler parce que les destructions socio-environnementales engendrées par l'avancée du marché sont intenables. Voilà. Donc finalement, l'État, il est dans un rôle un peu de réparation des dommages causés par le marché. Et c'est là où j'en viens, enfin, à la question, à l'émergence de l'idée de planification moderne, qui va en fait un cran plus loin que de demander juste une réparation à la marge finalement d'un mécanisme qui, dans son fondement en fait, est dévastateur à la fois pour la terre, le travail et les collectifs humains et vivants. Il va un cran plus loin parce que il conteste finalement dans l'idée de planification, vous avez une contestation de l'idée même de libre marché, puisqu'on dit en fait finalement l'économique, il est pleinement politique, il concerne les communs, il concerne notre vie à tous, et donc ça doit être le centre politique qui doit prendre les décisions qui concernent l'économique et qui doit les prendre d'une manière qui est séquencée dans le temps, etc., par contraste avec le marché qui n'a aucun raisonnement sur le temps autre que linéaire. Vous avez une temporalité, les entreprises planifient. Bien sûr, les entreprises ont un plan d'investissement, etc. Mais le marché comme mécanisme, s'il existe, il n'a aucune vision du long terme. Il n'a pas de prise en compte du long terme. Il n'a pas de capacité de prise en compte de ce qu'on appelle, ce qu'on met dans la case externalité, donc de ce qui produit à côté du mécanisme strict de production. Et donc la planification, elle vient pointer toutes ces questions-là, l'idée de planification moderne, et elle dit, bon, bah, finalement, c'est au commun de se réemparer de la machine économique et de prendre les décisions au jour le jour sur de quoi on a besoin. Donc, découlant de la question de ce dont quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on consomme. Et le rapport, en fait, du coup, c'est un rapport qui est conscient avec l'économique. C'est un rapport qui est réflexif. Et ça, vous voyez bien qu'il y a une affinité beaucoup plus grande du coup entre cette vision-là et l'idée démocratique que finalement entre l'idée démocratique et l'idée d'un marché qui s'autorégulerait de manière inconsciente. Voilà, donc c'est une des hypothèses que j'essaye d'explorer dans le cadre de ma thèse notamment, c'est d'aller un peu à l'encontre de cette idée qu'on hérite de l'histoire et pour des raisons valables, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais que la planification, ce serait quelque chose du coup de forcément autoritaire, vertical, centralisé, etc. En fait, l'idée, si on prend sur le plan théorique, l'idée de la planification, ça revient à l'idée de démocratie économique. Si on prend la planification, une planification qui serait appliquée dans un État démocratique, ça revient à une politisation et à une démocratisation de l'économie. Donc, je vais continuer un peu sur ce point-là. L'idée de planification, donc,
elle n'a pas une genèse, comme tous les concepts, elle n'a pas une genèse claire qu'on peut relier à une date précise, etc. Mais vous avez une première expérience de mise en pratique très concrète de la planification avec les économies de guerre. Donc, que ce soit Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, en fait, l'État, il réunit les industriels, il dit à Renault, OK, vous allez arrêter de produire des vélos, des voitures, etc. Vous allez produire des chars et des obus. Donc, c'est une direction politique qui est donnée à l'économie et qui est suivie, qui est séquencée sur le temps, etc. Donc, en fait, l'idée qui est développée par certains socialistes, etc., de la planification, elle s'appuie pas pour en valider les raisons pour lesquelles on a mis en place cette économie de guerre, mais pour montrer que l'économie planifiée était possible. Et non seulement elle était possible, mais pour les objectifs qui étaient fixés pendant la guerre, elle a été rationnelle et efficace. Parce que souvent l'argument c'est OK, on va laisser l'économique au marché parce que c'est la manière la plus rationnelle et la plus efficace de gérer l'économie. En fait, les économies de guerre, elles viennent prouver qu'il y a une efficacité de l'économie administrée et planifiée. Et je sais que cet exemple de l'économie de guerre, il est aussi pas mal repris pour la question de la crise climatique. En gros, si on se dit situation d'urgence, il faut absolument reprendre en main la machine économique et du coup, il y a une forme d'économie de guerre climatique qu'il faut mettre en place. Je trouve que c'est une idée intéressante pour les raisons que je viens de souligner, donc parce qu'on a des exemples, parce qu'en temps de guerre, justement, on a une reprise en main de l'économie qui parle le politique qui est assez clair. Néanmoins, en fait, c'est des situations qui me paraissent, pour plein d'autres raisons, assez divergentes, ne serait-ce que parce que, en fait, en situation de guerre, c'est bien des armes, donc c'est bien contre un ennemi commun qu'on se dresse. Et je pense que les objectifs en termes d'éthique et de valeurs sont complètement différents quand on en vient à la question de l'écologie politique. Donc je pense il faut un peu prendre des pincettes avec ce lien-là. Mais en fait, je l'utilise parce que c'est aussi dans cette matrice-là, l'expérience de la guerre, que plein de théorisations de la planification se sont cristallisées, notamment dans les années 20, qui était un moment incroyable parce qu'en fait, l'idée de révolution dans les années 20 était réelle. Enfin, c'était pas juste un truc d'utopiste, etc. Dans les années 20, il y avait une crédibilité de la révolution. Il y avait eu la révolution d'octobre en 1917, il y a eu les révolutions bavaroises, etc. Il y a eu le mouvement spartakiste, sa répression, etc. Donc c'était un moment où le mouvement révolutionnaire était très fort. Donc qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote qu'à ce moment-là, c'est un moment d'ouverture sur les possibles en termes de projets de société qui est incroyablement plus vaste que ce qu'on peut imaginer nous, où en fait, le néolibéralisme capitaliste a quand même gagné une bataille culturelle et a réussi, enfin jusqu'à aujourd'hui, je mettrai une nuance parce que je pense que c'est en train de changer justement, a réussi à finalement à délégitimer toutes les pensées d'un autre monde possible, d'un autre modèle économique possible. Donc, je resitue toute cette histoire-là dans ce bain historique pour en fait bien faire comprendre que cette idée de planification, elle émerge de cette histoire longue et elle émerge sous une forme particulière qui est la forme planification écologique. Mais on a tout ça derrière nous. Voilà. Je vais vérifier l'heure et prendre une gorgée d'eau. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Ok, très bien. Hop. Ok. Donc, dans ces années 20, notamment, vous avez un... Moins vite? Ok, ça marche. J'y vais plus tranquillement. Alors, dans les années 20, vous avez notamment un penseur assez intéressant, assez éclectique, qui s'appelle Otto von Neurath, qui est un socialiste qui
prend un peu ses distances avec le marxisme sur certains points. Et lui a été, du coup, il a théorisé à partir de la philosophie sur ce que devait être l'économie de guerre. Il a été impliqué dans les administrations qui géraient la planification de guerre. Et après la Première Guerre mondiale, il fait toute une théorisation d'une économie sans marché à partir d'un calcul en nature. Donc en fait, il dit pour qu'une économie fonctionne bien et en fonction d'une rationalité qui vise pas la profitabilité maximale, mais le bien commun, on n'a pas besoin finalement du calcul monétaire. Parce que le calcul monétaire, finalement, il réduit tout à une espèce d'homogénéité, alors que dans la réalité, les choses ont une valeur parfois incommensurable. Et on a bien cette idée-là avec toutes les questions qui nous animent actuellement sur le vivant, sur la protection des choses qui n'ont pas de profitabilité au sens restreint, mais auxquelles on tient et dont on a besoin. Voilà, donc il pose déjà les bases de quelque chose qu'on pourrait appeler comme une économie écologiste il le fait à partir de cette idée d'un calcul en nature, donc on aurait une pluralité d'indicateurs en fait, et pas juste un, pour mesurer la valeur des choses et procéder aux échanges. Donc on a ce foisonnement intellectuel tout au long du 20e siècle. Et vous avez, vous avez un autre moment, du coup, assez intéressant pour l'idée de planification. Ça va être la crise de 1929, donc le krach boursier. Et où là, vous avez, aux États-Unis, une administration qui n'est pas révolutionnaire socialiste, Roosevelt, qui n'est pas non plus un libéral acharné, mais qui est quand même qui a baigné dans plutôt un bain politique plutôt favorable à l'idée libérale, et qui là, en fait, face aux conséquences d'une crise économique et financière majeure, ce qu'il met en place avec le New Deal, c'est quand même quelque chose qui s'approche d'une économie planifié dans certaines de ces dimensions. C'est-à-dire qu'il y a des énormes investissements qui sont faits pour faire des travaux publics. Il y a un plan d'emploi public qui est mis en place. Il y a toute une série de projets locaux de planification urbaine du coup, qui sont mis en place à ce moment-là. Donc vous avez là l'exemple d'une planification qui n'est pas théorisé en amont, c'est pas une forme de planification socialiste. Il y avait dans le New Deal, vous avez la continuation de la ségrégation, vous avez pas une idée révolutionnaire qui se met en place. C'était une planification pragmatique de réaction à la crise. Et en fait, ça correspond finalement au mouvement dont on a parlé de re-régulation par l'État, parce que c'est finalement des gouvernements qui n'ont pas une vision de transformation globale de la société, mais qui, face au chaos du marché, sont obligés finalement de mettre en place des mesures d'ampleur. Et on peut faire un parallèle qui est pas exact, bien sûr, parce que c'était pas de la même ampleur et de la même nature, mais vous avez quand même le même mécanisme avec la crise du Covid ou la crise de 2008, où l'État est obligé, en fait, finalement, même si ça va à l'encontre de la philosophie des gens qui sont au gouvernement, de réinvestir massivement. Typiquement, l'Union européenne qui est obligée de suspendre les règles budgétaires complètement pour laisser couler l'argent à flot pour soutenir les économies au moment du Covid et du confinement. Voilà. Donc, vous avez toute cette histoire intellectuelle de la planification où déjà vous voyez peut-être un peu en filigrane dans ce que j'ai essayé d'avancer comment la planification peut devenir intéressante lorsqu'on commence à penser à comment non pas on relance la machine de la croissance, parce que le New Deal, même la planification dont je vais parler un peu tout de suite, qui est la planification française post-45, c'est des planifications qui sont conçues pour réamorcer la machine de la croissance et produire plus. Donc vous voyez déjà un peu comment l'histoire intellectuelle longue de la planification peut nous aider à penser déjà une planification qui serait écologique. Et je vais donner un dernier exemple plus historique avant de passer. Pardon, je parle encore peut-être trop vite, je vais ralentir.
je vais donner un dernier exemple avant de passer à la partie où on va davantage vraiment se centrer sur la question climatique et écologique, les implications plutôt climatiques et écologiques de l'idée planificatrice au XXIe siècle, avec donc après la guerre, donc Seconde Guerre mondiale, c'est déjà des économies planifiées. Vichy, en fait, a un régime économique qui est en partie planifié. Mais ce qui se met en place après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc dans une économie qui est une économie de reconstruction en France, c'est intéressant parce que c'est pensé sous la forme de la démocratie économique. Et la planification telle qu'elle est mise en place, elle est influencée par le programme du CNR, le programme du Conseil national de la résistance, donc le programme dit des jours heureux, où il y a en ces termes écrit, lié, la question de la planification, celle des nationalisations et celle donc, de la démocratie économique, qui implique quoi? Qui implique que c'est le gouvernement représentatif démocratique, donc avec la participation active des citoyens, qui doit décider des grandes directions de l'économie, que dans ces grandes décisions doivent prendre part de manière active les travailleuses et travailleurs par la voie des syndicats. Et donc, ce qui se met en place après la Seconde Guerre mondiale, après à partir de 1945, c'est une forme de planification par comité tripartite où vous avez les représentants de l'État, les représentants des syndicats et les représentants des patrons. Donc, et là, on voit bien à quel point cette histoire, et c'est aussi parce qu'on a cette histoire de la planification qui continue jusqu'à vraiment l'amorce de l'intégration dans le marché européen, qui, de fait, vous voyez bien comment ça rend un peu impossible la planification vraiment structurante au niveau national, l'intégration au marché européen. Donc, on a cette histoire-là, et c'est la raison, ça explique que ce soit dans l'inconscient collectif et que Macron, quand il a besoin d'un nouveau slogan un peu qui percute un peu, il utilise le mot planification écologique. Et je pense qu'on n'aura pas le temps de s'y pencher aujourd'hui, mais il y a très peu de choses la différence entre ce qui a été fait en 1945 et ce qu'il prévoit de faire là dans le cadre de la planification écologique sous Macron, il y a quand même un immense écart, qui justifie pas l'utilisation du terme planification à mon sens. Donc, on a cette histoire de la planification dans notre pays. Néanmoins, ce qu'il faut tout de suite souligner, c'est que cette planification se fait dans la dynamique des 30 Glorieuses. Donc, c'est une planification qui reconstruit du bâtiment, reconstruit les infrastructures qui étaient dévastées par la guerre, mais c'est aussi une planification qui est pensée dans une dynamique qui est clairement productiviste et qui, en fait, fait entrer la société française dans l'ère de la consommation de masse, en fait, dans le consumérisme. Et là, je vous conseille un ouvrage collectif où écrit notamment Christophe Bonneuil, qui est un historien, et il décrit comment, en fait, tout ce récit des 30 Glorieuses, donc 30 Glorieuses, vous n'avez pas trop d'autres choix que de penser que c'était chouette, 30 Glorieuses, voilà. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Il explique que même, en fait, la bascule dans la société de consommation, c'est pas quelque chose qui a été non plus démocratiquement choisi, en fait. Tout ça, c'est aussi lié à une dynamique d'intérêt industriel, lié au développement de la publicité, lié à certaines images qui se diffusent et qui nourrissent et permettent le consumérisme naissant à ce moment-là. Et que, en fait, dans cette appellation 30 Glorieuses, elle fait oublier toute la part de conflictualité qu'il y avait encore à cette époque-là, toutes les tensions au sein de la société. À ce moment-là, les luttes féministes étaient très, très fortes. Enfin, il y avait toutes ces questions-là qui travaillaient déjà la société française. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, et j'en viens du coup à ma deuxième partie, c'est de reprendre cette histoire de la planification dans ce qu'elle dénote de déconstruction du mythe libéral du libre marché, d'assumer qu'en fait on reprend la main collectivement, que les affaires économiques, c'est des questions politiques qui concernent les travailleuses et les travailleurs, qui nous concernent même au-delà de notre travail ou de notre mode de consommation, qui nous concernent en tant que citoyens. Donc on garde ça, et puis la question aujourd'hui, c'est d'arriver à dissocier finalement les outils de la planification de la dynamique de croissance dans sa version productiviste et consumériste.
Et donc, je pense pour réussir à penser ça et la manière dont ça, finalement, ça émerge et ça se cristallise dans le programme L'Avenir en commun, je pense qu'il faut revenir aussi sur une histoire croisée, une histoire parallèle qui est une partie, à mon sens, de l'explication de cette situation absurde où on a des alertes depuis des décennies et qu'on arrive été 2023 avec une canicule qu'on ressent tous physiquement très fortement et une espèce d'abysse complet entre la situation qu'on est en train de vivre et puis les décisions, les non-décisions politiques finalement qui sont prises. Donc, ce que des historiens comme Christophe Bonneuil soulignent, c'est que en fait, la réflexivité environnementale, la conscience qu'on est relié à l'environnement et que la destruction de ce qui nous entoure, la pollution, etc., c'est aussi nocif pour nous. Cette histoire, elle est très longue. Elle remonte pas. Il n'y a pas une bascule, une espèce de prise de conscience dans la fin du XXIe siècle où on devient tous conscients du fait qu'on est relié. Cette histoire, elle est beaucoup plus longue. Néanmoins, l'histoire de l'institutionnalisation et de la politisation de la question climatique, le début du processus diplomatique, la mise en place du GIEC, etc., ça correspond globalement à cette seconde partie du XXe siècle. Vous avez quelques dates marquantes avec, sur des lanceurs d'alerte. Vous avez le Printemps silencieux qui est publié en 1962 par Rachel Carson. Vous avez le rapport Meadows sur les limites de la croissance qui paraît en 1972. Corrigez-moi si j'ai la date, j'ai un petit doute, mais je crois que c'est ça, qui pointe déjà en fait l'impossibilité. Donc c'est un groupe de chercheurs qui se coalisent. Ils viennent de disciplines assez différentes et ils construisent un premier modèle climatique où juste ils posent le constat scientifique, physique, une croissance matérielle infinie dans un monde qui est par définition fini est impossible. Et vous voyez, vous avez bien en tête ces courbes de la grande accélération qui correspondent à cette phase des Trente Glorieuses, donc cette espèce de tableau de bord de courbes qui sont exponentielles, qui augmentent à l'infini, et qui représentent tous les matériaux, toutes les ressources qu'on est en train de pomper de manière exponentielle, justement. Donc, le constat, il est posé assez tôt, en fait. Il y a plusieurs décennies. Et vous avez ce mouvement, finalement, ce contre-mouvement, donc contre la prise de conscience qui est en train de se forger là. Vous avez un espèce de retour de bâton qui est lié à plein de mécanismes de préservation politique d'un système qui allait très bien à certains. Et finalement, on est dans cette situation où il y a des sommets, il y a des choses qui sont faites, mais rien de structurant. Rien qui correspond à une réaction politique qui soit à la hauteur des enjeux. Et pour moi, une partie de l'explication réside aussi dans le fait que cette histoire-là, elle est parallèle de ce qu'on appelle globalement le tournant néolibéral. Vous avez aussi, fin des années 70, Ronald Reagan et Margaret Thatcher qui arrivent au pouvoir respectivement aux États-Unis et en Angleterre et qui en fait, réimporte cette idée qui était quand même tombée un peu aux oubliettes au cours qui n'était pas tombée aux oubliettes, mais qui n'était pas dominante politiquement, puisque c'était plutôt des idées de régulation forte de l'État, d'économie mixte en fait, qui étaient prévalentes. Et eux reviennent avec du coup ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui est une forme revisitée de libéralisme, donc qui abandonne en fait, parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne tient pas dans les faits, qui abandonne un peu cette idée que le libre marché, si on le laisse faire tout seul, tout va bien se passer et ça va s'harmoniser. Ils acceptent que parfois ça peut être source de désordre. Bon, ils vont aussi dire que s'il y a du désordre, c'est surtout parce qu'il y a eu en amont des interventions qui sont venues. Ils se rattrapent toujours comme ça. Mais ils assument ce côté artificiel finalement du marché et ils vont finalement enrôler l'État dans un rôle d'adjuvant du marché. C'est-à-dire qu'on ne dit plus trop, on ne dit pas explicitement, et dans les pratiques, ce n'est pas ce qui se passe, l'État il doit se tenir complètement à l'écart de l'économie. Finalement, l'État en fait, devient une partie de l'économie marchande et devient en fait finalement une espèce d'assurance en dernier ressort des acteurs économiques et on le voit
de manière systématique lors des crises, comment en fait l'État vient au secours en 2008 des banques, etc. Et vous voyez bien cette espèce de porosité qui se crée aussi dans la dynamique de libéralisation des services publics et l'importation avec le new management, etc., l'importation au sein de l'État de logiques qui sont marchandes, qui sont néolibérales. Donc finalement, on a un aplanissement avec le néolibéralisme de la société qui devient finalement entièrement une société marchande. Il y a même plus cette distinction très nette dont je vous avais parlé, économique, politique. Finalement, il y a un tout indistinct qui se forme avec le néolibéralisme. Et qu'est-ce que ça produit par rapport à notre question climatique et écologique ? Ça crée le fait qu'il n'y a plus d'agentivité politique qu'on peut trouver finalement. Parce que si les États sont adossés finalement dans un rôle d'appui du marché, les seuls outils qu'ils vont pouvoir développer pour réagir à la crise climatique, c'est des outils de marché. Ça va être des marchés carbone, etc. Donc ça crée on ne trouve plus, en fait, on ne sait plus à qui s'adresser, qui pourrait prendre la main, agir, etc. Si les États, du fait de l'idéologie qu'ils ont eux-mêmes importée dans leur mode de fonctionnement, ne se considèrent même plus comme étant les acteurs légitimes pour réagir et changer le modèle. Donc c'est, à mon sens, en partie ça qui explique qu'on a cette histoire qui peut paraître absolument absurde sur le plan rationnel et scientifique, qu'on a une série d'alertes sur le fait qu'un modèle économique donc situé historiquement, qui n'est pas un modèle économique, c'est quelque chose qu'on pourrait déconstruire et reconstruire autrement. Comment ce modèle-là, il perdure malgré les alertes. Et donc, c'est pour moi tout là qu'on en vient à l'intérêt de porter haut et fort une vision radicale et démocratique de la planification écologique, parce que ça me paraît être justement cet outil, cette idée qui permet de poser ce constat-là de l'incapacité des marchés sous leur forme actuelle à avoir une réaction quelconque face à la crise climatique, et puis qui détaille comment en fait on pourrait réagir collectivement en utilisant les institutions qu'on a pour remettre en commun, donc reprendre la main sur la machine économique et puis avoir une vision de long terme sur comment on gère telle ou telle ressource, etc. Donc l'intérêt de la planification écologique est pour moi un intérêt d'imaginaire, d'utopie, c'est-à-dire qu'on propose voilà, un autre modèle de fonctionnement, parce que je pense que l'idéologie néolibérale, contrairement à lorsqu'elle avait le vent en poupe années 70, 80, 90, elle est en train de se casser la gueule. C'est-à-dire que plus personne n'y croit. Je veux dire, notre génération, on ne peut plus du tout croire à cette idée d'un progrès. Cette idée que finalement, une génération après l'autre, ça allait être de mieux en mieux, etc. Nous, on est dans une vision régressive de l'histoire. Nous, on a grandi avec cette idée qu'en fait, on allait vivre les catastrophes climatiques, qu'on allait vivre les canicules, les sécheresses, les pénuries, etc. Donc, il y a un affaissement de cette idéologie néolibérale sur les imaginaires qui explique en partie la montée de l'abstention, à mon sens, etc. C'est que, en fait, il y a une croyance qui s'est effritée dans la capacité du politique à faire autre chose que ce qu'il fait depuis des décennies. Et donc, je pense que la force de ce qu'on est en train de faire, même au-delà de l'idée de planification écologique, ce qu'on fait ensemble ici aux amphis, c'est de nourrir cet imaginaire d'un autre monde possible, et la planification écologique est cette partie très très réaliste de dire ok, ce qu'on vous propose, c'est pas juste un rêve qu'on va peut-être, c'est très sérieux en fait, et c'est même une question assez vitale. Et puis surtout, c'est possible parce que ça a déjà, des formes de planification ont déjà existé, et qu'on a les outils et déjà le détail programmatique de ce à quoi pourrait ressembler la planification écologique si on arrivait au pouvoir. Et là, je vous invite à vous replonger aussi dans le programme qui avait réussi à détailler de manière assez précise, notamment sur des grandes thématiques comme l'eau, etc. En fait, vous voyez que là, c'est une méthode qui infuse
les chapitres qui touchent à l'économie dans le programme L'avenir en commun. Je vérifie juste l'heure pour voir si j'ai encore un peu de temps. Oui, j'ai encore un peu de temps. Ok, donc j'ai même plus de temps que peut-être que ce dont j'ai besoin. Donc, vous avez cette actualité de l'idée de planification écologique et peut-être un point sur lequel je voudrais insister et qui est aussi très, très présent dans le programme, c'est la dimension donc démocratique. Parce que justement, quand je pense que peut-être pour ceux qui ont tracté un jour ou qui ont même tracté un tract qui parlait de planification ou qui ont essayé d'en parler, il y a forcément tout cet imaginaire, et on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a une histoire sombre de la planification qui est quand même la planification soviétique et qui était pas exactement démocratique, pour utiliser un euphémisme, qui était même plutôt le contraire. Et donc, on a besoin d'être, je pense, rigoureux sur, en fait, pas juste partir du principe que cette planification, d'emblée, parce qu'on a été élu et qu'on arriverait potentiellement au pouvoir, elle serait démocratique. Je pense qu'il faut vraiment, et c'est là où je disais que l'idée de planification écologique, en fait, elle doit se lire vraiment de manière imbriquée avec d'autres dimensions du programme notamment, et celui de la mutation de la 5e à la 6e République me paraît être absolument essentiel pour penser une planification écologique qui serait aussi démocratique, parce que vous vous doutez bien qu'une planification écologique mise en place dans une 5e République, elle aurait toutes les chances de ressembler à quelque chose qui serait plutôt de l'autoritarisme vert, plutôt qu'à une société écologique émancipatrice et source de bonheur commun. Donc, c'est là aussi où je pense que ça détermine une spécificité de l'approche qu'on a des questions climatiques et écologiques. Petit coup de vent, on va peut-être attendre que ça s'arrête. Non, ça continue, donc je vais continuer. Ça détermine aussi une vision profondément politique de comment on aborde l'écologie, parce que vous avez aussi le risque. La bonne nouvelle aujourd'hui, finalement, c'est que plus personne peut dire c'est pas mon affaire. Tout le monde est obligé quand même de s'emparer du sujet. Donc ça, c'est déjà une victoire qui est liée à un mélange de nos luttes pour. Et puis là, je me sens plutôt héritière de tous ceux qui avant ma génération ont bataillé pour qu'en fait on parle de la question écologique et qu'on en fasse une question profondément politique. Et puis, c'est aussi le résultat des événements qui s'accumulent et qui rendent la catastrophe écologique extrêmement sensible et puis concrète. Donc, il y a une reconnaissance de cette situation. Néanmoins, ce qui se développe, c'est du coup une pluralité assez immense de discours sur l'écologie. Vous avez aujourd'hui une écologie libérale qui vous incite à pas oublier vos gourdes je parle de l'écologie non, pardon. Du coup, ça fait un parallèle avec mais c'est pas attendez, nous on vous dit d'amener vos gourdes, mais on parle d'anticapitalisme, donc c'est quand même pas la même ambiance que chez Macron quand même. Voilà, donc justement une écologie libérale qui va appuyer strictement sur les petits gestes, qui va pas parler des questions de transformation systémique. Donc, vous avez cette écologie-là. Vous avez aussi une écologie d'extrême droite qui va se développer, qui sera une écologie localiste qui mettra en garde contre le péril migratoire, qui dira en fait, qui peut-être reconnaîtra la catastrophe climatique de manière sérieuse et dira oui, regardez ce que ça va provoquer. Il faut absolument qu'on érige des frontières et qu'on protège la nation du péril migratoire et du chaos climatique. Donc il y a tout ce panel-là, et je trouve que en fait la force et sur quoi on doit tenir bon, c'est cette exigence d'humanisme, de démocratie, de dire que en fait les crises, on les gère de manière démocratique. Que c'est pas parce qu'il y a crise, c'est pas parce qu'il y a tension, c'est pas parce que la situation est difficile qu'on doit s'en remettre à un centre qui va tout décider pour nous. C'est encore moins des situations où on peut s'en remettre à un soi-disant mécanisme qui va tout autoréguler
pour nous. C'est d'autant plus dans les situations qui sont difficiles, complexes, qui mettent en jeu des intérêts qui sont potentiellement contradictoires au sein même de la société, qu'il faut faire démocratie, qu'il faut faire commun et qu'il faut mettre en débat les questions de gestion des ressources, de partage, de justice. Donc l'économique doit être complètement imbriqué aux questions sociales, aux questions de justice, aux questions, donc des questions profondément politiques. Parce que, même un monde neutre en carbone, une économie neutre en carbone, elle peut être totalement inégalitaire. Une économie neutre en carbone, elle peut être complètement totalitaire aussi. Donc en fait, la stricte bascule d'une économie carbonée à une économie non carbonée ne dit rien du chemin et du type de société qu'on va créer dans le cadre de cette transition d'une économie vers l'autre. Et c'est là où, en fait, il faut prendre l'écologie politique dans son sens plein, dans son sens dense, et l'imbriquer à tout le maillage social et à toutes les questions de comment on fait société, de quoi on a besoin, toutes les grandes questions qu'en tant que société humaine, on se pose depuis qu'il y a des sociétés humaines, parce que c'est de ça dont il est question. C'est d'une réorganisation en profondeur des rapports humains et cette fois-ci des rapports des humains avec leurs environnements. Et ça va se passer d'une manière qui sera profondément politique. Et notre choix stratégique, notre choix éthique même, c'est de dire que c'est par une radicalisation de la démocratie qu'on va y arriver plutôt que par un rabougrissement sur les individualités et d'autant plus, ça doit pas se faire par l'établissement d'un centre, d'un espèce de léviathan autoritaire vert. Donc, ce choix de parler, j'espère que par toute cette présentation, j'ai apporté quelques éléments pour bien expliquer, au moins donner à penser sur ce qui est pour moi l'intérêt politique et stratégique de parler pas juste d'écologie, mais bien d'y adjoindre la méthode et la vision de la société que cette méthode implique, qui est la planification écologique. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez plein de questions qui me permettront de rebondir, approfondir, ou même ça peut être des remarques ça peut ne pas être des questions, ça peut être aussi des choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, etc. Donc voilà, la parole est à vous. Je pense que le plus simple, ce sera que peut-être vous veniez, parce que le seul micro qui marche, c'est un micro qui est relié. On essaye, dans la mesure du possible, d'alterner homme-femme, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Oh, ça marche. Alors, Karl Polanyi, La grande transformation. Ouais. Oui. Oui, bonjour. Jacques, allié à côté de Échassières, où il va y avoir un gros projet de mine de lithium. Et justement, il me semble que ce projet pose de manière très concrète la question de la démocratie et de l'implication citoyenne par rapport à un projet qui peut être présenté comme étant extrêmement intéressant sur la décarbonation, mais qui en même temps pose toutes les questions de la ressource eau, de la pollution des rivières, de l'Allier, de la Loire, etc. Et surtout pose la question de l'implication citoyenne, de la démocratie citoyenne par rapport à la planification écologique. Parce que derrière, c'est le débat sur comment on se déplace demain, la question des mobilités. Est-ce qu'on est sur le tout voiture et le tout voiture électrique ? Ou est-ce qu'on est sous le développement d'autres formes plus collectives, plus mutualisées, etc. Et je ne veux pas être trop long, mais
je pourrais en parler à d'autres s'ils veulent avoir plus d'informations sur ce projet de mine assez affreux. Mais la question qui est posée, enfin qui moi m'interpelle sur le plan politique, c'est effectivement la question de l'implication citoyenne dans la planification écologique. Bon, la planification des années 45, vous en avez parlé, elle était plutôt, si elle était démocratique, c'était sur un plan représentatif ou représentatif. Mais ce dont on a besoin, c'est vraiment une implication citoyenne. Et comment, sur un projet de ce type-là, on implique à la fois les citoyens locaux plutôt opposés à ce projet de mine et des citoyens qui peuvent être pour une décarbonation absolue qui passerait par effectivement extraire du lithium en France. Je les prends une par une, ça vous convient? Ça me permet de ne pas oublier la question qui est venue 5 questions avant. On fait alors, un homme et une femme? Ah, pardon. Oui, là. Oui, donc je pense qu'en fait, du coup, quand on arrive au stade où on ouvre une mine de lithium, en fait, il y a tellement de questions qui n'ont pas été posées démocratiquement et ni même politiquement en amont. Parce que l'ouverture d'une mine, ça dénote un besoin du coup important de lithium. Donc, dans le cadre d'une mutation d'une économie du tout voiture thermique au tout voiture électrique, ce qui n'est pas évident. C'est pas évident que en fait, la bonne manière de faire la bifurcation écologique, ce serait de juste changer le type de moteur qu'il y a dans les voitures. Donc ça, il y a toute la question du type de mobilité qui se pose. Et puis, donc ça pose la question de la trajectoire de décarbonation, qui est une question profondément sociale, etc. Et puis, ça pose une autre question, qui est la question de la globalisation et du type d'économie mondiale qu'on a. Enfin, ça, c'est un tout autre pan dont je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que j'avais 1 heure pour vous présenter ces choses-là. Mais les économies qui ont été croissantistes, productivistes, etc., elles ont aussi été colonisatrices et extractivistes. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec le développement de l'économie décarbonée et verte, c'est aussi une ruée vers les mines de matériaux rares, enfin de lithium, etc., en Amérique latine, ça se passe en Asie, etc. Donc on est en fait en train de reproduire les schémas d'extraction et d'exploitation de type néocolonial avec l'économie verte. Donc bon, c'est juste pour montrer à quel point cette question, elle doit être posée politiquement dans tous ses aspects. Et donc la question de réouvrir des mines de lithium en France, c'est une vraie question parce que ça veut quand même dire qu'on est en train de rapatrier des activités industrielles dont, bon, même si la question c'est celle des quantités de lithium dont on va avoir besoin, mais il va peut-être y avoir quand même un besoin d'ouvrir des mines localement, mais c'est des questions qui ne sont pas posées aujourd'hui. Je pense que là, dans le cadre que vous évoquez, il n'y a pas eu de discussion sur l'arrivée de cette mine, ni sur quel besoin de lithium elle allait alimenter. Est-ce que ça correspond vraiment à des besoins qu'on peut établir collectivement ou est-ce que ça nourrit juste l'industrie des voitures électriques? Donc, voilà, j'ai pas de réponse claire sur ce qu'il faudrait faire sur ce cas-là. Mais vous voyez bien la panoplie de questions sur lesquelles des citoyens pourraient passer des heures à débattre avant d'arriver à une décision qui soit informée et qui soit la décision que tout le monde trouve la plus juste. Voilà, vous voyez bien. Et je trouve que l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, elle est vraiment emblématique du fait que c'est vrai qu'on peut faire confiance à la démocratie pour prendre des décisions qui sont rationnelles sur les questions climatiques et écologiques. Mais parce qu'ils ont eu du temps, parce qu'ils ont eu de l'information, qu'ils ont eu le temps de travailler, de mettre en rapport avec ce qu'il y a il y a une diversité d'experts qui est venue leur parler. Ce qui en ressort, c'est un programme de transition assez radical, enfin voilà, ce qui est à la hauteur des enjeux du dérèglement climatique. Donc en fait, il faudrait les mêmes types de processus sur tous ces cas
où en fait on vient ouvrir des sites productifs, etc. en amont en fait. Là le problème c'est que en fait il y a aucune prise. Moi, dans mon cas, il y a eu l'ouverture d'un méga entrepôt Amazon. Bon, bah, avec nos petits bras et les élus qui voulaient bien, on a essayé de mener un espèce de début de bataille, mais contre Amazon, enfin, c'était impossible. C'était quelque chose qui était validé depuis des mois, et il n'y avait rien qui allait pouvoir arrêter le projet. Voilà, alors que c'était pour les gens du coin, c'était des centaines de camions sur les routes près de chez eux en plus. Enfin, c'était avec... Bon, et au-delà de ça, c'était Amazon, donc un peu l'emblème de tout ce qui ne va pas dans notre économie. Donc, en fait, la planification est d'autant plus qu'en fait, la dimension démocratique, elle se passerait, si on lit le programme, elle se passerait à partir du maillage des communes. Donc à partir d'un niveau très local de la démocratie. Pourquoi ? Parce que ce qui est défendu, c'est quand même l'idée que la démocratie, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qu'on a besoin de gérer, pas seulement en votant en ligne sur des choses qui restent abstraites pour nous, mais qu'on a besoin d'être en coprésence, de discuter avec des gens qui en fait habitent sur le même territoire que nous, etc. Donc, votre exemple illustre bien le type de cas sur lesquels on aurait besoin d'une vision planifiée et d'une démocratie économique et écologique vivace, quoi. Donc je sais pas si ça donne une réponse, mais Si je peux me permettre, ça interpelle, y compris demain, quand le peuple sera en responsabilité, quand nous serons en responsabilité, sur la question de l'implication citoyenne à tous les niveaux. Voilà. Oui, et un autre élément. Oui. Et un autre élément sur lequel je pense qu'il y a un vrai besoin de lire en parallèle la partie sur la démocratie, la partie sur la planification dans le programme, c'est l'impératif de réduction du temps de travail. Parce que c'était quoi une des caractéristiques aussi des citoyens qui ont été actifs dans la Convention citoyenne, c'est qu'on leur libérait du temps sur leur travail pour venir faire ce travail citoyen. Et en fait, si on est sérieux dans l'idée qu'il faut une planification écologique qui soit aussi pleinement démocratique, ça va demander du temps, en fait. Mais la raison pour laquelle, là, les gens ils ont l'impression de ne pas avoir le temps pour ça, parfois même aller voter, on voit bien les réactions. Mais c'est parce qu'on a cette espèce de rythme écrasant d'un boulot qui est abrutissant. Et puis après, quand on rentre, on a juste le temps de s'en reposer avant de repartir. Donc, en fait, c'est une restructuration du temps aussi qu'il faut amorcer avec cette vision. Il faut penser la planification vraiment dans le sens d'une planification des temps sociaux qu'on remet en harmonie avec aussi les temps environnementaux et avec le temps, avec une place non négligeable pour ce temps démocratique de la délibération sur les choses qui nous concernent. Voilà. Et autre exemple, en fait, regardez à l'échelle municipale, qui s'implique le plus quand on essaye de faire des réunions, etc. C'est des personnes qui sont beaucoup à la retraite, donc qui ont du temps. Donc qui ont du temps pour se consacrer à... Voilà, on le voit bien, ce truc-là. C'est pas parce que les gens sont en soi désintéressés. C'est impossible d'être désintéressé du commun, de ce qui nous concerne. Je pense que c'est ce levier du temps qui débloquera la possibilité de la délibération sur des niveaux multiples et sur des sujets multiples aussi. Ça marche, oui. Bon, tu as répondu partiellement à ma question avec l'exemple de monsieur, mais moi je me pose la question de savoir comment dans un système hyper complexe, et en partant du local, comment on va intégrer ça dans l'emboîtement des décisions pour passer du local au régional, au national et à l'international. Le tout avec de la démocratie. C'est très difficile. Et moi, je pense que ce qui est un peu la clé, c'est la connaissance. C'est-à-dire que quand les gens ont la connaissance des problèmes, ils prennent les bonnes décisions. C'est exactement l'exemple que tu as donné avec la Convention citoyenne. Bon, puis après, il faut les appliquer. Alors, est-ce que, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a déjà réfléchi à ça ou...
au fait que c'était C'est très immensément théorique. complexe. Et, Oui, ouais. Alors, la difficulté aussi, si on pense une planification qui est démocratique, c'est que, par définition, ce qu'on dit, c'est que les décisions dans leur granularité, elles vont être prises par ailleurs, ultérieurement, par les citoyens. Donc, il y a une partie on s'auto-restreint sur le contenu de qu'est-ce qu'on va planifier exactement, parce que justement ce sera mis à la délibération. Néanmoins, ce que tu pointes, c'est du coup la complexité immense de l'économie dans laquelle on est, et du coup la difficulté de reprendre la main dessus et d'en faire quelque chose d'harmonisé. Bon, d'une part, je pense qu'il faut dire en introduction d'une réponse à ça, c'est que la réponse que donnent les libéraux et le libre marché, finalement, elle est simple. C'est finalement, on dit, il y a un mécanisme qui s'autorégule, donc on n'a pas besoin en fait de s'occuper de cette complexité parce que c'est un mécanisme autorégulateur qui va le faire pour nous. Et on voit bien qu'en fait, c'est déjà le libre cours à ça accentue, ça densifie la dimension complexe. C'est-à-dire que si vous laissez la finance se développer toute seule, en fait, elle devient de plus en plus complexe et du coup de plus en plus difficile à maîtriser et à reprendre en main politiquement et démocratiquement. Et d'autre part, vu que cette théorie est quand même pas avérée dans les faits, c'est-à-dire que en fait, ça ne s'autorégule pas, ça crée des crises, du désordre, et il y avait c'est Nicolas Stern en 2004 lorsqu'il a sorti son rapport. Il y a écrit, je pense que c'était dans l'introduction, que finalement la crise climatique c'était la plus grande défaillance de marché qu'on ait connue. Donc en fait finalement vous avez bien cette idée-là que la gestion par le libre marché ça donne des défaillances de marché qui peuvent à terme juste mettre en danger les conditions d'habitabilité de la Terre. Et le choix de la planification, c'est un choix qui n'est pas simple, en fait, qui est compliqué. Ça va être arriver à prendre des décisions collectivement sur des choses qui nous sont communes, arriver à dessiner cette trajectoire, à la tenir par-delà des chocs climatiques qui vont continuer à se succéder, etc. Ça, c'est une autre question. C'est comment on intègre, vu qu'on arrive dans une période qui va être de plus en plus secouée par des phénomènes de catastrophes environnementales, etc., comment on intègre par phénomène d'itération, donc de modification graduelle du plan initial, comment on arrive à coller au réel et à continuer de le transformer activement et politiquement. Donc, on prend la réponse exigeante et difficile, plutôt que la réponse facile, mais qui crée, qui est source du chaos auquel nous, on essaye d'apporter une réponse qui correspond à des valeurs, qui correspond à une vision de la société, qui correspond à des idéaux. Voilà. Néanmoins, aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que le type d'économie vers lequel on va essayer d'aller, c'est une économie moins complexe, justement. Tout le phénomène de relocalisation, en fait, toutes les questions de circuits courts, si on prend juste la question alimentaire, si on a de plus en plus de circuits courts, en fait, c'est une décomplexification des échanges qui se produisent. Du coup, en fait, ça, c'est aussi une question de débat démocratique, mais l'idée, c'est pas de revenir à chacun a un potager et mange des patates. Et on va garder un niveau de complexité. Ne serait-ce qu'un hôpital, les technologies qui sont dedans, je veux dire, vous avez un niveau de complexité. On n'a pas envie de redescendre en dessous de ce niveau de complexité, parce que c'est une part du progrès technologique qui permet de sauver des vies. Donc, il y a des arbitrages à faire aussi sur les parts de l'économie qu'on veut préserver, dans lesquelles on veut investir pour en développer les technologies parce qu'on les estime politiquement souhaitables. Et puis, il y a quand même des parties complexes de l'économie qui sont nuisibles, en fait. Je veux dire, on n'a jamais choisi démocratiquement, un jour tous là, d'avoir le choix entre 20 types de dentifrice et 48 types de shampoing quand on entre dans un supermarché. Enfin, ça, c'est pas quelque chose qu'on a un jour décidé. Donc, peut-être si on décidait ensemble des productions, on choisirait pas d'avoir
cette variété absolument folle de types de produits et des produits qui servent assez objectivement à rien, qui font partie juste de la... Donc toutes ces discussions-là, elles vont normalement permettre de restreindre la dimension complexe de certaines parties de l'économie. Donc c'est pas je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue à cette question, mais c'est une méthode qui nous permet d'avancer vers une transformation qui déjà... oui, voilà. Donc pas de réponse définitive. Et je pense que c'est d'ailleurs... ce serait pas souhaitable d'apporter une réponse définitive à ces questions-là, parce que imaginons il y a une arrivée au pouvoir d'une force qui voudrait mettre en place la planification écologique. Si on veut en même temps instituer un processus constituant, la question justement du maillage des institutions, etc., va se poser dans ce cadre-là aussi. La question que tu soulevais avec cette question des échelles, c'est aussi une question de quel équilibre, quel dosage on a entre décentralisation, centralisation de certaines des décisions. Voilà, il y a toutes ces... Quelle subsidiarité entre les différents échelons en fonction aussi il y a toute la théorie des biorégions, donc d'arriver à faire coller le maillage institutionnel à ce qui fait sens du point de vue social, des bassins de vie, etc., mais aussi du point de vue des ressources disponibles, des bassins versants, etc. Voilà, donc une partie de la réponse se trouve dans la mise en œuvre elle-même. Ouais, il y a quelque chose d'une planification démocratique et vivante, en fait. Il y a ça, ouais. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une question. Samir, je viens du Nord, donc j'ai dû me déplacer pour venir aux Amphis, j'en suis très content. Et je voulais savoir par rapport au déplacement et on doit se chauffer aussi, est-ce qu'on ne doit pas en venir à une forme de passeport carbone, c'est-à-dire un crédit carbone pour chaque individu, et après se restreindre et comment lutter aussi contre les restrictions subies étant égaux devant les restrictions. Voilà, c'est juste ma question. Je voudrais juste avoir une réponse par rapport à ça. Ouais. Alors, pour moi, l'alternative, elle est précisément là, en fait. C'est soit on va subir les pénuries, les manques, etc., parce qu'on n'aura pas réussi à organiser les choses et que juste les crises vont nous tomber dessus les unes après les autres, et une pénurie ou une canicule, s'il n'y a pas eu justement une résorption des fractures sociales, en fait, la crise écologique, elle suit le contour des fractures sociales et elle les aggrave, en fait. Donc, il y a cette question-là de soit on laisse juste finalement les pénuries, les crises nous tomber dessus, soit on choisit, en fait, nos formes d'autorégulation et d'autocontrainte. Et du coup, ça peut être selon les impératifs de justice et pas selon la loi de tu habites dans un quartier populaire, tu vas subir une canicule de manière beaucoup plus forte que ceux qui peuvent habiter dans des zones où il y a plus d'air, plus de proximité avec des arbres, etc. Donc, pardon, je me perds dans mes phrases. Pour revenir à ta question, je pense que la question de la limite qu'on pose aux consommations, aux déplacements, etc., se posera. Mais en fait, si on prend la masse totale des déplacements aujourd'hui, par exemple, et qu'on se donne, OK, il faut qu'on fasse revenir nos déplacements en avion, par exemple, à cette part-là. En fait, peut-être qu'il restera suffisamment pour que chacun puisse faire un voyage pour aller voir sa famille, etc. Mais ça, peut-être qu'on ne pourra plus prendre l'avion pour faire un week-end à Barcelone. Voilà. Il y a des usages qui, dans la délibération démocratique, seront jugés artificiels, qui seront jugés secondaires par rapport à des usages des déplacements qui le seront moins. Dans la question des mobilités, il y a bien sûr la question du développement des infrastructures ferroviaires, donc l'usage du train, etc. Mais en fait, ça va forcément impliquer une forme de deuil avec cette idée qu'en fait, on peut
parcourir le monde toutes les semaines et que ça n'a aucune incidence sur le cours sur la situation de la planète, quoi. Ça c'est pas vrai en fait. Donc voilà, je pense que est-ce que ça prendra la forme d'un espèce de passeport avec un quota carbone ou des choses comme ça? Il y a Mathilde Souba qui intervient dans une table ronde. Alors vous regarderez dans votre programme, qui intervient dans une table ronde sur comment, en gros, mettre hors d'état de nuire les riches, quoi. Et il y a un lien avec ta question. C'est en fait les limites qu'on va poser, peut-être qu'on va même pas les sentir nous beaucoup, parce que c'est pas la question comment on vit tous, mais ça aura surtout pour vocation en premier lieu de mettre fin à l'usage des jets privés, etc., etc. Et vous comprenez bien que c'est beaucoup plus. On peut applaudir cette mesure-là. Voilà, donc en fait, et c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a quand même l'habitude de prendre beaucoup l'avion, de consentir à moins le prendre, s'il n'a pas à côté l'exemple de Bernard Arnault qui se balade en jet privé tous les 4 matins. Enfin, c'est là où en fait aussi vous voyez l'idée d'un individu qui serait complètement clos sur lui-même et qui prendrait des décisions uniquement en fonction de ce qu'il a sous le nez. Ça n'a pas de sens parce qu'en fait notre perception de la société, de ce qu'on se sent en droit ou pas de faire, elle est complètement imbriquée avec ce que les gens autour de nous font, etc., sur ce qui est considéré globalement comme acceptable ou non. Et donc, cette reprise en main des consommations de type ostentatoire, jet privé et tout ce qui va avec, c'est cette question fondamentale qui permet le changement, qui est la question de la justice. Voilà. Enfin, je ne sais pas si ça apporte une réponse. Est-ce qu'il y a une femme qui souhaitait poser une question? Non. Une femme, non. Non, je sais, mais c'est pour faire un homme et une femme, c'est pour ça. Mais là, c'est bon. Ok, merci beaucoup Marcelin de la Drôme. Moi je voulais revenir sur le processus constituant, parce que vous avez parlé plusieurs fois des gilets citoyens, et entre autres il y a une constituante qui s'est fait en Amérique du Sud aussi, et le fait est que tout ça s'est tombé à l'eau, à mon avis, parce que il y avait que 150 ou 100 citoyens qui étaient concernés, et qu'en fait tout le reste de la société n'est pas monté sur le créneau, dans la connaissance des projets, des problèmes, et que du coup en fait même les 150 propositions des gilets citoyens n'auraient pas été acceptées. Le 80 par exemple, et où arrêter la pub, et où etc. Tout ça n'aurait malheureusement pas pu advenir, à part créer une guerre civile à mon avis. Donc comment faire pour déployer ce consensus citoyen à une autre échelle que à la même représentatif 150 citoyens, à mon avis, ça me semble peanuts. À mon avis, on doit être 68 millions. C'est mon avis. Est-ce que c'est partagé? Oui, c'est aussi mon avis. Et je pense que la condition de possibilité de mise en place d'une planification écologique qui soit démocratique, c'est qu'en fait, elle émerge d'une prise de pouvoir qui sera accolée et liée à un mouvement populaire immense, en fait. Parce que ça va demander quand même une mobilisation de la société, un suivi, parce que c'est là, ça rejoint la question de la difficulté. Ça va pas être une partie de plaisir. Je veux dire, changer radicalement l'ordre économique dans un pays de l'Occident, en fait, ça va pas non plus être simple. Et c'est là où, en fait, là, on parle de quelque chose qui est programmatique, qui est théorique. Je vous ai fait un exposé sur les grandes théories intellectuelles, de tout ça. Mais il faut relier cette dimension-là de nos réflexions constamment à la dimension stratégique et à la question de la lutte, en fait. Je veux dire, si on veut pouvoir réaliser ces transformations, ça va impliquer tout un bouillonnement de la société autour de ces questions-là qui sera immense. Et c'est là où je pense que même une campagne politique, c'est cette idée-là, c'est qu'en fait, en portant des idées comme celle-ci, on mène la bataille culturelle. Et elle se prolonge, en fait, même quand vous voyez dans le mouvement contre la réforme des retraites, il y avait cette vision d'un autre fonctionnement possible, d'une autre gestion du temps possible. Et je dirais la même chose pour les gilets jaunes, etc. Il y avait cette cohérence et donc en fait,
il n'y aura pas, je pense, ou alors, pour qu'elle soit pleinement démocratique, il faudra qu'elle émerge comme ça d'une mobilisation populaire qui soit très forte. Voilà, donc ça répond. Du coup, oui, je suis plutôt alignée avec cette idée-là, mais je pense que ouais. Ouais. Oui, mais ouais. Donc, le processus constituant, il peut ressembler à ça aussi. Ça peut être un moment de mobilisation massive où on libère du temps pour que tout le monde, en fait, et pas juste des tirés au sort, effectivement. Donc, c'était la Convention citoyenne, je trouvais que c'était un laboratoire incroyable, mais qui avait ses défauts. Bon, d'une part, c'était la Macronie qui l'a proposé, donc on pouvait moyen leur faire confiance sur le fait de mettre en place des idées radicales qui en sortiraient. Je pense qu'ils se sont bien mordus les doigts de l'avoir créé, d'ailleurs. Et puis, il y avait cette dimension qui le limitait aussi, que c'était quand même 150 citoyens et que ça restait quand même un minimum en vase clos, même si, on en a beaucoup parlé à l'extérieur. C'était pas quelque chose de massif, en fait, qui pouvait changer l'état d'esprit structurel de la société. Donc c'est quelque chose qui ne pouvait pas contribuer à un renversement de l'ordre idéologique majeur. Ouais. Oui, alors je suis une femme, alors je prends la parole. C'est mon tour, c'est moi. Voilà. Oui, j'en suis à mon deuxième atelier là. Et dans les deux conférences, on rêve d'une société différente et on est bien tous d'accord sur la société dont on rêve et ce que nous, les adultes, on a envie de mettre en place. Mais moi, j'ai envie de parler des enfants. J'ai envie de parler que la façon dont on a le droit de s'exprimer, la façon dont on a des espaces d'écoute, et c'est une expérience qu'il faut que dès le fonctionnement de l'école, les enfants soient habitués. On voit bien comment des prises de parole peuvent être parfois difficiles, intimidantes, et comment on n'ose pas, ou comment on a l'impression qu'on ne sera pas écouté, ou que ça ne sert à rien de parler, ou etc. etc. Et cette conscience et cette confiance en soi individuelle de la prise de parole et du poids que notre parole peut avoir, il faut vraiment que ce soit dans l'enfance, que l'enfant l'expérimente pour qu'il soit un citoyen légitime et convaincu de sa propre puissance, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très important d'y penser. Et que l'enfant fasse, non pas sache que ça existe, mais qu'il en fasse l'expérience. Je suis vraiment d'accord et je dirais que ça va dans le sens de ce que tu disais sur l'importance de la connaissance, en fait, du savoir, de l'éducation, de tous ceux, en fait, sur les outils de comment on va appréhender cette complexité quand même irréductible du monde dans lequel on est. Et finalement, je pense que le type d'éducation aussi auquel on aspire va dans le sens inverse de ce qui est en train de se mettre en œuvre, c'est-à-dire de restreindre la fonction de l'enfant de plus en plus tôt, en plus dans son apprentissage, à une préparation à sa fonction productive. Et on le voit bien dans la réforme des lycées pro, etc. En fait, de plus en plus tôt, on réduit leur identité à OK, tu vas apprendre une tâche qui va correspondre à un besoin du marché. Et donc, en fait, je pense qu'il y aura une forme j'ai pas en détail tout ce qui est travaillé dans le livret éducation. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont très actifs sur ces questions au sein de l'organisation. Je crois qu'il n'y a pas de département en tant que tel sur l'éducation au sein de l'Institut de la Boétie, mais c'est des questions sur lesquelles il faudrait faudrait qu'on s'y intéresse. Donc, je pense que la manière dont on envisage l'éducation, c'est justement complètement à rebours et à l'inverse de ça. Et en fait, justement, d'ouvrir les possibles, le plus grand possible, le plus possible, et d'avoir une éducation qui est basée sur
la possibilité justement d'appréhender la mise en débat et le fait de coexister aussi. Parce que alors, moi, je suis un produit du système éducatif français. J'ai fait une prépa où on avait des cours, c'était vraiment des monologues du prof, et puis des concours où on écrivait pendant 6 heures. En fait, ce qui se passe pendant une prépa, c'est qu'on désapprend à travailler avec les autres. En fait, c'est aussi il y a tout ça et ça même dans la vie au travail aujourd'hui, c'est quelque chose qui est la dimension collective de l'activité. Elle est perdue. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ouais. Oui, J'ai le micro. Et puis, vous tout de suite après. Il y a quelqu'un à côté de vous. Du coup, depuis tout à l'heure, vous en parlez et ça fait assez plaisir d'en entendre parler. Tu en as super bien parlé. En fait, je faisais partie de la Convention citoyenne pour le climat. J'étais un des 150 tirés au sort. Et du coup, bon, tu en as très très bien parlé. Je voulais juste dire... Tu vas pouvoir nous dire pourquoi ça n'a pas marché. Exactement, c'est en quoi je voulais apporter ma pierre au débat. Bon, déjà, tu as relevé ce qui avait marché, c'était le temps. C'était la générosité, enfin tout avait été, qu'on se le dise, c'est des cabinets de concertation qui ont aidé, c'est pas les macronistes qui sont venus nous faire les choses, ils ont donné les clés à quelqu'un d'autre, ils ont fait appel à ces cabinets de concertation, et on était pendant un week-end par mois, pendant 9 mois, en huis clos effectivement, mais avec de l'empowerment citoyen, on a appris beaucoup de choses, et je pense les limites du système, ça avait été que déjà il avait promis du sans filtre au départ. Ce sans filtre, c'était une bénédiction. On s'est dit, bon, on va pouvoir faire plein de choses, on va pouvoir avancer sur énormément de sujets. Donc, on a proposé 150 propositions. Et là où Macron, je pense, il s'attendait à 12 propositions maximum. Et il ne s'attendait pas à ce niveau de détail. Mais moi, ça m'a permis de voir que en fait, chaque citoyen ici a sa voix au chapitre et peut, en apprenant ensemble, faire des choses. Mais ça a été une malédiction parce que en fait, bon, moi, c'est les racines du fait que je suis engagé en politique. Maintenant, je suis élu, donc, mais je n'étais pas prédestiné à faire ça. Mais concrètement, le sans filtre, ça passe au travers. Enfin, ça me passe carrément au travers de la gorge parce qu'en fait, il s'était engagé à proposer ça au Parlement. Et le Parlement, en fait, s'est arrivé complètement vidé de sa substance parce que ça s'est fracassé sur le modèle économique qui était complètement, pas du tout dans la même direction de ce qu'on proposait. Quand il y avait un malus sur l'achat des véhicules lourds, on avait ciblé les SUV, on avait proposé que la moitié du prix d'achat partait en taxe. À partir du moment où vous achetez une grosse voiture très lourde, vous avez quand même les moyens de le faire. On avait proposé un barème à partir de 1400 kilos, ce malus, et en fait ce malus ils l'ont mis à 1800 kilos. Et au départ on partait sur 33% du marché, dont des marques françaises, et en fait on est arrivé à la fin à 3% du marché. Et en fait ça s'est fracassé sur ces intérêts économiques, et les macronistes sont incapables de proposer une planification écologique comme nous on en propose. Voilà, et vous dire aussi que... Le problème aussi de cette convention citoyenne, ça avait été un peu jeter le blâme sur le fait de oui, vous devez trier vos déchets, vous devez faire des attentions sur le déplacement, sur comment vous vous nourrissez, etc. Mais toi et moi, et beaucoup de gens ici le savent, que 50% des émissions de gaz à effet de serre sont dans le domaine de l'entreprise et de l'investissement. Et à la table des négociations, il n'y avait pas les entreprises, il y avait les citoyens et le gouvernement. Et ça manque. Je pense qu'on a besoin de trouver en France des moyens, les conventions citoyennes élargies, où il y a les politiques, les entreprises, les citoyens qui sont autour de la table et qui prennent des décisions, mais si on ne peut pas en huis clos, ça ne fonctionnera jamais. Voilà. Merci à vous. Tu peux répondre, mais après, on prend plus Ok. de questions. Ok. Non. Il y avait une dernière, je peux, ou on l'a fait en... Oh, ok, ça marche. Merci. Merci. Je vais la prendre après. Ouais. Merci à tout le monde, et puis passez des bons amphis, et puis on se recroise.